Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Trop d'inégalités existent encore à ce niveau-là. Quelles évolutions en un an? Nous en parlons aujourd'hui avec Marie Auchard d'Amnesty International. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, quelque chose qui est, je pense, important de savoir, pourquoi la journée internationale des droits de la femme se tient-elle un 8 mars? Alors historiquement, ça a commencé en 1909 aux États-Unis au cours c'est un appel lancé par les femmes du Parti socialiste des États-Unis pour célébrer une journée internationale de la femme. Ça a été repris en 1910 par l'URSS, par une femme qui s'appelle Clara Zetkin, qui, donc à l'Internationale socialiste des femmes, voulait qu'on célèbre les femmes. Donc ça a commencé le 19 mars 1911 et ça a été, on peut dire, reconnu, enfin institué par l'État, donc l'URSS, qui était le premier pays à l'officialiser en 1921. Et dans toute la partie occidentale du monde, ça n'a jamais, pendant 40 ans, il ne s'est rien passé. Seuls les pays du bloc soviétique célébraient cette journée. Et c'est seulement en 1965, c'était repris par les féministes occidentales. L'ONU en a fait une journée internationale des droits des femmes en 1977. Et en France, c'est seulement depuis 1982, alors que ça paraît être institué depuis longtemps. On a l'impression que c'est très vieux. Encore très récent. Voilà, et c'est seulement à l'initiative des femmes du MLF et d'Yvette Roudy, qui était à l'époque ministre déléguée aux droits de la femme, que c'est devenu officiel, mais sans qu'il y ait jamais de décret qui mentionne cette officialisation. C'est vraiment une tradition, une coutume, on va dire, mais seulement depuis 1982 en plus. Alors la lutte pour les droits de la femme continue, mais il y a quand même eu des évolutions depuis un an, l'air de rien. On va les détailler un petit peu dans cette émission. Alors au niveau mondial, mais sans trop parler de l'Europe, on y reviendra après, des choses ont été faites, des lois ont été mises en place, des nouvelles mesures, et je vous laisse un petit peu nous les détailler. Alors des lois à l'échelon mondial, pas vraiment, disons des préconisations de l'ONU et aussi par exemple, je voudrais parler de ce qui s'appelle la Convention d'Istanbul, dont on a beaucoup parlé cette année, il y a une raison très précise. Donc la Convention d'Istanbul, c'est en fait l'intitulé exact, Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Et c'est une convention qui a eu lieu en avril 2011, comme son nom l'indique, à Istanbul, donc à l'initiative plus ou moins de la Turquie, qui a réuni les pays de l'Europe, pas de l'Union européenne, de toute l'Europe. Il y avait 45 pays signataires. Cette convention est importante parce qu'elle engage les pays. C'est un traité, disons que c'est un accord juridiquement contraignant. Donc les pays qui l'ont signé ou qui ont adhéré à cette convention d'Istanbul s'engagent et sont contrôlés. On peut dire qu'il y a une surveillance par des experts tous les 5 ans. La France l'a ratifié en 2014, la Turquie a été la première à le ratifier, et je parle de la Turquie, c'est important parce que justement cette année, c'est un bilan tout à fait négatif, la Turquie vient de se désengager de cette convention d'Istanbul, alors que c'était elle-même qui l'avait organisée, on va dire, et qui était la première elle s'en est retirée. Donc cette convention qui est donc un peu contraignante, pourquoi la Turquie s'en est retirée? C'est qu'en fait, Erdogan estime qu'elle est incompatible avec les valeurs familiales et qu'elle ferait la promotion de l'homosexualité. Donc il y a eu 3 mois de mobilisation en Turquie, mais malgré tout, et de mobilisation internationale également, en fait cette convention, disons qu'elle comprend un certain nombre de préconisations importantes, notamment sur la prévention, la protection des femmes en cas de violence, la poursuite des contrevenants et des actions coordonnées à l'intérieur du pays entre les différents acteurs impliqués dans cette lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, en ce qui concerne la France, donc je vous le disais, y a adhéré en 2014, mais nous regrettons que, par exemple, en 2021, on le sait, en France, il y a eu à peu près 113 femmes tuées par leur conjoint, leur ex-conjoint, et nous disons là, en ce moment, que la France ne fait peut-être pas doit poursuivre ses efforts pour que toutes les femmes aient accès à l'ensemble des mesures de protection prévues dans la Convention d'Istanbul. Et si on fait un bilan de l'année dernière et de ce qu'il en est maintenant, il semblerait qu'il n'y ait pas exactement tout ce qui pourrait être... on ne fait pas le maximum pour l'instant par rapport à la protection et à la prévention de toutes ces violences aux femmes. Au niveau de ces violences faites aux femmes, des féminicides en général, est-ce que vous trouvez que le sujet n'est justement pas assez mis en avant, pas assez pris au sérieux, peut-être? Il y a quand même un bilan qui est tout à fait inquiétant, disons, et puis le début de l'année 2022 n'est pas rassurant, ça continue, je veux dire, le fait que des hommes, pour X raisons, passent à l'acte comme ça d'une telle violence au point de tuer leur compagne ou leur ex-compagne,
dans la mentalité, il y a des choses à changer, soit il y a également au niveau de... Quand on entend dire que des femmes ont porté plainte, une femme qui porte plainte plusieurs fois de suite à la gendarmerie et qu'il n'y a aucune mesure mise en place pour la protéger, pour l'accueillir, etc., et qu'au bout de quelques temps, l'homme passe à l'action et bon, il est trop tard, il y a quand même quelque chose. Il y a un manque d'écoute, il y a un manque de suivi de ces plaintes et de prise en compte réellement. Donc, est-ce que vous pensez que tant que justement les forces de l'ordre auront de tels propos et continueront de prendre ces choses-là à la légère, entre guillemets, le problème ne continuera pas de stagner, justement? Bien sûr. Il y a un problème à la fois de formation, d'éducation, des policiers, mais je dirais des hommes en général, enfin des garçons, des hommes, etc., ou de la société. Ça fait aussi référence à ce qu'on appelle assez souvent la culture du viol, qui considère que il y a toujours des excuses ou que c'est la femme qui, etc. Enfin, vous connaissez un petit peu la problématique. Ça me permet de passer aussi au sujet du consentement, hein, qui est un sujet tout à fait important et que la France ne fait pas non plus très bonne figure à ce sujet, puisque si on parle du viol, hein, en France, le viol n'est encore reconnu n'est encore pris en compte au niveau de l'appareil judiciaire que s'il y a eu violence vraiment à l'égard de la femme contrainte, alors que dans beaucoup de pays, par exemple, je voudrais citer la Slovénie qui cette année, enfin 2021, donc la Slovénie c'est un petit pays de l'Union européenne, qui a reconnu que le slogan c'est non c'est non à propos du consentement à l'acte sexuel ou à une relation entre adultes consentants, disons. Donc la Slovénie qui a reconnu qu'un rapport sexuel sans consentement est un viol. En France, ça n'est pas le cas et les organisations, enfin les féministes et les femmes et les hommes en général se battent pour faire passer cette notion du consentement dans la loi. Et ça n'est pas le cas. Et on a beaucoup de mal à lutter contre cette culture du viol et nous disons qu'il faut passer de la culture du viol à la culture du consentement. Ce qui va être fait par exemple en Espagne, où il y a un projet de loi émanant du gouvernement qui dit que ça ne sera c'est même pas non, c'est non, c'est seul un oui est un oui. C'est l'intitulé de la loi que prévoit l'État, enfin le gouvernement espagnol, ce qui inverse la proposition par rapport au consentement, c'est il faut qu'il y ait un oui ferme, enfin vraiment très explicite pour que la relation entre les deux personnes soit vraiment basée sur le consentement. Vous avez un petit peu mentionné l'Union européenne tout à l'heure. Le droit de la femme représente un réel enjeu pour cette Union européenne. Qu'est-ce qui a été fait justement en un an, un petit bilan à l'échelle européenne ? Je ne sais pas trop. Je ne peux pas vous dire s'il y a vraiment des lois. Enfin, de toute façon, c'est le ressort de chaque pays de décider de ces lois. Il y a une impulsion qui est donnée notamment au niveau de l'égalité professionnelle, ça c'est sûr. Des préconisations, mais ça, en termes de juridiquement, ce qui fait vraiment évoluer les choses, selon nous, c'est toujours ce qui est juridique et pas énormément de choses. Hein. Je ne crois pas que... La Turquie est sortie de la Convention d'Istanbul. L'Union européenne ne peut pas y faire grand-chose. Ils ne sont pas dans l'Union européenne, mais quand même, ça aurait pu être davantage mis en évidence. Hein. Qu'est-ce qui resterait à faire, selon vous, justement, pour l'évolution des droits de la femme, que ce soit à l'échelle nationale, européenne et mondiale d'ailleurs ? Si on prend à l'échelle nationale, on peut parler de l'IVG, qui pour l'instant est limitée à 12 semaines de grossesse pour qu'il soit autorisé en France. J'ai envie de citer ce qu'on a appris ce matin, à l'opposé, à un autre bout sur un autre continent, la Colombie, vient par exemple de faire passer dans sa constitution l'autorisation de l'IVG jusqu'à 25 semaines de grossesse. Vous imaginez l'écart entre 12 semaines et 25 semaines, c'est énorme. Et en France, on n'arrive pas. Il y a eu plusieurs débats au Parlement, députés, sénateurs, etc. Et ça ne passe pas. On ne peut pas aller au-delà de 12 semaines pour l'instant. Il y a un refus total. Il y a plein de pays qui sont au-delà de 12 semaines. Donc, pourquoi un tel refus ? Ça, c'est les mentalités, c'est le machisme peut-être, je ne sais pas. Il y a plein de raisons. Il y a des oppositions très fermes, parfois religieuses, parfois culturelles. De toute façon, c'est toujours un débat. Moi, j'ai envie de dire, le droit à l'IVG en France comme partout, il est toujours susceptible d'être remis en question. On acquiert un droit, mais on peut aussi le perdre. Et celui concernant l'IVG, c'est ce qui se passe par exemple aux États-Unis. Si on fait le bilan de l'année 2021, nous sommes inquiets et inquiètes. Dans 2 États des États-Unis, l'Arkansas et le Texas, il y a un recul énorme sur le droit à l'IVG qui est complètement interdit maintenant.
et avec un souhait de remettre en question la décision de la Cour suprême. Merci beaucoup Marie Hochard d'avoir été avec nous. Je dois vous couper. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci.